Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue pour ce talk transition où nous allons aborder dans le cadre du MBA Management des transitions urbaines, évidemment ces sujets qui sont pour nous les plus importants, les plus essentiels. Actuellement, l'enjeu du ZAN. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il semble que oui. Alors, voilà. Avec nous, Rémi Desmarais. Alors voilà, c'est bon, on y est. Voilà, je vous vois tous. Vous êtes à peu près une cinquantaine avec nous. Malvina Van de Velde, que je salue, Rémi Desmarais, Paul Meyer, ça y est, voilà. Voilà, vous voilà tous avec nous. Est-ce que, par exemple, Rémi Desmarais nous entend? Ou est-ce que c'est à moi de le faire monter sur scène? Euh, Il semble que oui. Il semble que oui. Ah, ben voilà, ça y est. Bonjour Paul Meyer. Bonjour Asia Madi. Bonjour. Alors, on attend encore Rémi Desmarais, qui Bien doit sûr. lui aussi arriver à l'écran, ainsi que Malvina. Formidable, vous voilà. Vous voilà, et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Alors, je Adrien. rappelle, ce talk transition urbaine, dans le cadre du MBA Management des transitions urbaines, l'idée c'est de se donner 3/4 d'heure, 1 heure d'échange, de discussion sur un sujet d'actualité immédiat. Aujourd'hui, c'est le ZAN. Alors, le ZAN, je vous passe tous les jeux de mots sur le ZAN, le ZEN, euh, etc. Le zéro artificialisation nette, quel impact sur les transitions urbaines à l'aune du changement de gouvernement? Le ZAN, on le rappelle, dans les grands principes, c'est la volonté pour les 10 prochaines années de réduire par 2 dans un premier temps ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. On verra notamment avec Paul Meyer, délégué, directeur général de l'Union nationale des aménageurs, que ce terme même est un sujet en soi de débat, de réduire par 2 sur les 10 ans qui viennent l'artificialisation des sols comparée aux 10 années précédentes pour des territoires donnés. On verra ça aussi avec Rémi Desmarais, avocat spécialisé en droit de l'urbanisme, c'est chez CGCB et Associés. Je recommande. Alors lui n'a pas le droit de faire de la pub, mais je crois que moi oui. Donc je recommande. Et Malvina Van de Velde viendra aussi à nos côtés pour nous dire comment aujourd'hui une directrice du pôle montage chez Grand Paris Aménagement, aménageur euh, vertueux et public, peut-être vertueux parce que public, ou l'inverse, mais qui a dû se préparer à cette donne-là, qui est un opérateur qui est présidé par le vice-président de la région, Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui travaille en collaboration étroite avec l'établissement public foncier d'Île-de-France et qui donc est en première ligne en Île-de-France sur ces sujets-là d'artificialisation. Alors, sans plus attendre, parce que j'ai déjà été trop long, comment a été interpellée la notion de ZAN dans la loi? Eh bien, la loi climat et résilience l'a consacrée, mais en parallèle de cette consécration, nous avons eu plusieurs propositions de loi, notamment venant du Sénat. Alors, dans une partie, un premier temps, c'était comment on va financer le ZAN, pour certains territoires qui se finançaient notamment en partie en lien avec l'artificialisation. Et puis une autre PPL de cet été, Paul Meyer, Rémi, ils reviendront démarrer sur l'assouplissement du ZAN. Et puis, nouveau gouvernement, Michel Barnier, déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale début octobre. Nous allons revoir les enjeux du ZAN et de son application devant les agences d'urbanisme. La ministre du Logement, de même. Et il semblerait que nous ayons en préparation
au Sénat avec un certain nombre, je ne suis pas forcément autorisé à l'évoquer ici, mais des réunions qui préparent une loi visant l'assouplissement du ZAN. Alors voilà, dans ce contexte-là, l'objectif, c'est de comprendre le concept et de comprendre en quoi il est actuellement interpellé et interrogé. Je rappelle aussi, si vous le souhaitez, pour aller plus loin, le rapport du Sénat sur le zéro artificialisation net du 9 octobre 2024 qui identifiait un certain nombre de constats, et d'ailleurs des gens qui défendent Lausanne faisaient le même constat, je pense notamment aux gens de l'Institut de la transition foncière qui sur le constat pensent qu'en effet on peut peut-être mieux territorialiser, qu'en effet on peut renforcer les moyens opérationnels, qu'en effet il y a des enjeux de souveraineté industrielle qu'il faut intégrer, mais que l'adaptation des moyens ne doit pas remettre en cause les objectifs. Voilà les sujets. Alors, Malvina a peut-être un petit problème technique. En effet, je l'invite à nouveau à participer. Rémi Desmarais, peut-être, pour commencer, un petit cadrage juridique. Comment ça se passe quand aujourd'hui des opérateurs viennent vous voir et vous disent, bon, quel est le cadre? Vous pourrez revenir peut-être sur la mise à niveau des SRADET actuels, etc. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merci Razi, tout d'abord pour cette présentation qui était particulièrement exhaustive et qui reflète bien certains écueils du ZAN et qui rappelle le principe essentiel du ZAN, qui est une notion qui est nouvelle puisqu'elle est issue de 2021, mais qui est en réalité issue de principes beaucoup plus anciens. Et pour répondre à ta question, la problématique de dire que quand il y a un opérateur économique qui vient ou un opérateur qui vient nous voir pour nous conseiller par rapport au ZAN, il faut d'ores et déjà indiquer quel type d'opérateur. Puisque en réalité, le ZAN, il y a beaucoup d'idées reçues sur le ZAN. Le ZAN, aujourd'hui, n'empêche pas de construire les projets, sauf des projets qui sont soumis à aménagement commercial. C'est ça l'un des plus gros écueils qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je veux construire mon logement en zone U et déposer mon PC, le ZAN m'en empêche pas. Donc, pour moi, ça c'est très important de dire que le ZAN n'empêche pas de construire les projets, sauf ceux qui sont soumis à AEC. Mais bref, pour revenir brièvement à l'origine du texte, l'origine du zéro artificialisation nette, et j'insiste sur la notion de zéro artificialisation nette. La Convention citoyenne, l'État avait fait le constat qu'il y avait une forte artificialisation en France. Le rythme de l'artificialisation en France était 4 fois supérieur à celui de la population. Et on sait très bien que depuis quelques années, notamment 2010, 2012, 2014, on avait ambitionné le fait d'avoir un aménagement du territoire beaucoup plus dense, afin de limiter ce qu'on appelait la notion d'étalement urbain. Et en fait, la zéro artificialisation nette implique cette limite de l'étalement urbain et de la consommation du sol, qui sont des objectifs qui étaient fixés dans le code de l'urbanisme. Pour ce faire, la Convention citoyenne avait indiqué qu'on souhaitait limiter l'artificialisation des sols. C'est ce qu'a fait la loi climat résilience en 2021 en introduisant une nouvelle notion dans le code de l'urbanisme, à savoir la notion d'artificialisation, qu'il convient de distinguer de la notion de zéro artificialisation nette, qui est en réalité la compensation entre une renaturation et une artificialisation. Et ça, c'est très important dans la mesure où, lorsque le principe d'artificialisation nette sera en vigueur, c'est-à-dire pleinement en vigueur, c'est-à-dire en 2050, le zéro artificialisation nette n'implique pas une interdiction totale de construire. Ce qu'il implique en réalité, c'est une obligation de compensation. C'est ça l'essence même du ZAN. Ça n'a jamais été une interdiction de construire ou d'artificialiser les sols, mais une obligation de compenser l'artificialisation induite. Après, on y reviendra sans doute sur les différents écueils et les différentes évolutions. Mais aujourd'hui, l'introduction de ce principe qui a fait que, là, deuxième point que je voulais souligner, c'est un véritable changement de paradigme aujourd'hui qu'on a à faire, parce qu'on place le foncier au cœur même du raisonnement de l'aménagement du territoire, de l'aménagement, de l'urbanisation et des logiques financières des collectivités, des acteurs publics. Donc la réponse, elle est quand un acteur économique ou un acteur vient nous voir pour nous dire quel est l'impact du ZAN,
j'ai envie de dire, ça va impacter les bureaux d'études, les communes, les EPCI, ceux qui ont en charge les SRADET, qui ont en charge les plans locaux d'urbanisme, qui ont en charge les SCOT, etc. Mais ça va aussi impacter directement les opérateurs économiques qui font de l'aménagement commercial, qui ont des permis de construire soumis à autorisation d'exploitation commerciale. Ça, c'est très, très important parce que c'est oublié la plupart du temps dans les discussions que j'écoute à travers la radio, la télévision, etc. Personne n'évoque que depuis 2022, les projets soumis à EC sont directement impactés par le principe de zéro artificialisation sur le territoire, modification de plans, etc. D'accord. Alors, on va revenir aussi avec Paul Meyer sur la notion de compensation. Et peut-être nous en dire un mot, Rémi, puisque j'aime souvent rappeler que par exemple, aujourd'hui, si on dépollue un terrain, puisqu'il y a eu la loi résilience et climat, et il y a eu les décrets d'application. Lorsqu'on dépollue un terrain, ça ne veut pas dire qu'on l'a désartificialisé. Et aujourd'hui, les professionnels, et je voulais vous entendre là-dessus le temps que Paul revienne sur scène, comment on identifie clairement l'artificialisation et comment on identifie clairement les éléments de compensation. Car aujourd'hui, on sait faire de la compensation au titre de la biodiversité. Vous avez 1 hectare de terrain, il y a dessus une zone humide, l'Adréal vous dit pour cette zone humide-là, qui est comprise sur une zone de 1 hectare, vous compensez à hauteur de 3 hectares pour 1 hectare où se trouve la zone humide, les gens se retrouvent autour de la table, on compense au niveau de la biodiversité. Par différents outils, on sait plus ou moins compenser sur le carbone, y compris avec des choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné, hein, mais en tout cas, il y a eu des dispositifs, un marché. Sur l'artificialisation des sols, aujourd'hui, il n'existe pas d'unité de compensation, si ce n'est la désartificialisation. Pour la compensation, on a ce qu'on en droit. Alors, on vous entend pas, Rémi. Ouais. Ça y est, Paul est revenu. Et il a son micro coupé. Je vais lui... Ah, c'est bon. Et Rémi, c'est vous qu'on n'entend plus. Moi, comme tu veux, Paul, tu veux répondre sur la mesure de compensation? Vous m'entendez bien? Oui. Bien. Vous entendiez bien Paul Meyer? Je l'entendais il y a 2 minutes, mais... On a un petit problème de son, une fois n'est pas coutume. Bien. Rémi, moi je vous entends plus. Vous m'entendez ou pas? Je suis désolé. Moi j'entends. Malvina, vous m'entendez? Moi oui, je vous entends. C'est Razi qui m'entend plus? Je pense. Rémi, je vous entendais très bien. Bah maintenant, moi j'entends tout le monde. Moi j'entends tout le monde aussi. J'ai pas la vidéo, mais j'ai les micros. On recommence. Oui, allô? Enfin, bonjour. Razi, tu m'entends? Après, je peux parler sur la mesure de compensation. Razi, tu m'entends? Ah, moi j'entends quelqu'un là. C'est Razi. On l'entend, hein, mais... Oui, une fois n'est pas coutume, mais j'ai l'impression qu'on a un problème de son. Parce que Rémi était en train de parler. Et tout de suite, Et vous m'entendez pas du tout? Moi blocage. je vous entends. Moi j'entends. J'entends.
Bon, en tout cas, Ah vous oui, avez je le sais, je bonjour de sais, je Margot sais. Kuhn, Malvina. Je ne sais pas si on m'entend d'ailleurs. Si, on vous Rémi, vous entend, on m'entendez? t'entend, Razi. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoute, ok. Et du coup, moi, tout le monde m'entend. Ou si c'est que Malvina. Moi, je vois pas le Malvina chat, donc je m'entend. sais pas. Moi, j'entends. Bah, du coup, je sais pas, je me reconnecte ou je vais peut-être faire ça. Bon, bah, du coup, je vais parler Je sur les pense qu'il y a que mesures Razi qui de. n'entend pas. Bon, Ouais, bah. alors je sais pas si. Oui, Ah, si, on allez-y vous Rémi, entend. peut-être. Oui, allez-y, enfin moi je vous en prie, oui. Ok, donc bien entendu, ce que disait Razi, c'était hyper intéressant puisque l'écueil en fait, l'un des principaux écueils d'ailleurs de la zéro artificialisation nette, c'est cette notion d'artificialisation. Parce que je trouve que dans les discussions qu'on a avec les élus, avec les acteurs économiques, les aménageurs publics ou privés, d'ailleurs je remercie Grand Paris Aménagement, le plus grand opérateur public de France, d'être présent et de nous indiquer son savoir-faire et sa méthodologie pour l'approche du ZAN. Mais en fait, personne parle de la définition en elle-même du ZAN. Qu'est-ce que le ZAN? Qu'est-ce que l'artificialisation du sol? Et en fait, moi, ce que je trouve dommage, encore une fois, c'est une énième définition qui n'est pas juridique, qu'on va essayer de greffer à des plans ou à des projets qui, eux, ont une ambition juridique. Et il aurait été plus judicieux, à mon sens, de faire une approche, comme le fait d'ailleurs le projet de loi, la proposition de loi qui a été déposée aujourd'hui au Sénat, qui modifie une nouvelle fois la définition du ZAN, ce qui est encore un nouvel écueil en France, puisque les lois, on sait faire, mais on sait les faire trop vite, sans attendre le coût de l'absorption par les opérateurs économiques, ce qui est quand même un gros souci, parce que changer de définition, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais qu'est-ce qu'on fait des PLU qui ont été lancés? Qu'est-ce qu'on fait de tous les organismes qui ont aujourd'hui identifié les surfaces considérées comme artificialisées ou non artificialisées au regard de l'ancienne définition? Enfin, voilà. Tout ça, c'est. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'artificialisation du sol? Qu'est-ce qu'un sol artificialisé? Et ça, personne n'en parle, mais la définition, louable qu'elle soit, indique que c'est une altération durable de tout ou partie de la fonction écologique du sol. Après, le texte cite quelques fonctions du sol, mais là-dessus, comme c'est pas une notion juridique, un certain nombre de personnes sont venues étayer de savoir qu'est-ce que le fonction du sol. Et la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que sont les fonctions du sol? Et moi, là, je suis, en tant que juriste, étriqué, je suis perdu parce que je ne suis pas compétent pour savoir ce que c'est les fonctions du sol. Alors, je me renseigne, je lis des livres, etc., pour savoir combien il y a de fonctionnalités dans le sol. Et là, Razi l'a indiqué à travers l'altération du fait d'une pollution. C'est exactement ça. Est-ce qu'un Et sol ce n'est pas le pollué a cas. altéré tout ou Ce partie n'est pas le des cas. fonctionnalités du sol? Mais on va s'intéresser à est-ce qu'une pollution altère de manière entière les fonctions du sol? Bah non, puisqu'il y a toujours une fonctionnalité de perméabilité sur le sol. Par contre, on a une altération sur l'aspect agronomique, voire sur l'aspect biologique. Tout dépend de la pollution. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que un sol pollué répond à cette définition? Et l'incertitude qui va naître de ça, c'est que certes, on va se faire aider par un certain nombre d'organismes de l'État, un certain nombre de droits de circulaire, ou d'autres documentations, mais in fine, c'est le juge administratif, sans doute, qui va trancher cette question dans 6 ans, et on va avoir des projets ou des plans qui vont être remis en cause parce que un tel aura dit ou une telle autorité. Et c'est ça qui est dommage au fond dans la mise en œuvre du ZAN, qui est aujourd'hui la seule problématique. C'est le temps de la mise en œuvre. Et donc, c'est les craintes qu'on a aujourd'hui. Voilà pour l'altération. Et pour la compensation, je laisse Paul Meyer répondre. Voilà. Merci Je passe la Paul balle. Meyer, et tout de suite on viendra à Malvina Van de Velde. Vous, dans le monde des aménageurs, vous discutez quand même depuis des années, hein, je vais dire des mois, mais on sait que des années, avec les pouvoirs publics sur l'ensemble des définitions. On a eu toute une période où l'enjeu c'était la définition, et puis, comme on comprend, le texte
la loi résilience climat, et puis aujourd'hui, des remises en cause, et puis dans l'opérationnel, un quotidien auquel vous-même vous êtes confronté, et à la fois des difficultés immédiates de mise en œuvre. Paul Ménard, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça se Oui, passe pour vos adhérents? oui, bien sûr. On m'entend? Oui. Ok. Alors, d'abord, pour reprendre les choses effectivement à la base, c'est vrai qu'il y avait une suite à la Convention citoyenne. Hein, il y a eu la prise de conscience salvatrice, hein, d'ailleurs, qu'il était important de traiter la question de l'artificialisation. Il y avait deux conséquences qu'on vit au quotidien, d'ailleurs, dans l'actualité en ce moment. Là, de manière intense, avec ce qu'on voit dans la région de Valence et un certain nombre de désastres liés, alors, du coup, là, pour le coup, à une urbanisation en densité, mais qui n'a pas su s'organiser en termes de résilience et en termes de préservation des schémas d'aménagement liés aux risques liés aux eaux, notamment. Qu'on a vécu aussi dans le Nord-Pas-de-Calais il y a quelque temps, avec là des zones rurales, puisque dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui a causé les inondations qu'on a connues, c'est le fait d'avoir de vastes plaines et de champs totalement dépourvus de haies, qui, lorsque les débordements arrivent de manière régulière, bouchent l'ensemble des capacités d'écoulement et qui peuvent créer les drames liés aux inondations qu'on a pu connaître. Et puis d'autre part, l'effondrement de la diversité biologique, hein, l'effondrement des espèces, qui là aussi est un enjeu absolument majeur. Donc il y avait besoin de répondre à cette question. Comme l'indiquait Rémi Desmarais, la difficulté, ça a été d'avoir une capacité pour analyser ce qu'était l'artificialisation. Et c'est vrai que le législateur s'est retourné vers la seule nomenclature claire et connue à l'époque, qui était de dire zone ENAF, donc les espaces naturels, agricoles et forestiers, hein, ou non ENAF. Et donc cette binarité a été retenue avec le simplisme que on va dire, imposé au législateur face à l'incapacité de mesurer et de se fier à d'autres critères préexistants. Cette distinction ENAF, non ENAF est assez discutable. Les deux exemples que je viens de prendre peuvent l'illustrer, aussi bien dans la région de Valence que dans le Nord-Pas-de-Calais chez nous. Les drames qu'on a pu connaître étaient aussi liés au mauvais traitement en termes d'aménagement du territoire, des sols, qu'ils soient agricoles et naturels, qu'ils soient urbanisés. Néanmoins, le législateur avait besoin d'envoyer un signal pour aller vers une sobriété du point de vue de l'utilisation foncière. Donc cette démarche, l'ensemble des professionnels responsables que représente d'ailleurs l'UNAM, y souscrivent tout à fait. Il est important de se tourner vers une démarche de sobriété foncière et d'optimiser la manière dont on urbanise le territoire. Et d'ailleurs, on pense que l'aménagement est le recours pour intégrer à la fois dans les opérations, mais aussi rationaliser dans le développement du territoire les projets. On pense que l'aménagement est donc une opportunité pour aller vers ce type de comportement vertueux. Donc voilà comment un peu le rappeler. L'autre point sur l'application, je veux dire primaire dans sa première phase du ZAN, puisqu'il s'étend en trois parties, c'est-à-dire comme une partie de 2020 à 2031. Cette partie, elle prend en compte ce qui a été fait auparavant. Et donc, il y avait un certain nombre de modes de fonctionnement qui faisaient qu'on avait des difficultés, notamment le fait que dans la première partie, dans la première phase de l'application, la compensation n'existait pas. Hein, vous en parliez, Monsieur Desmarais, mais dans la première partie aujourd'hui, on ne peut pas compenser. On doit compenser comme on le devait avant Lausanne sur des espaces, lorsqu'on a des espaces protégés, etc., etc. Mais ça, c'est des compensations qui existaient déjà dans la loi. Mais toute la première partie du ZAN, elle se résumait à dire une commune qui avait artificialisé, on va dire, 10 hectares sur la première partie, les 10 années précédentes, ne pouvait plus en artificialiser que 5. Alors, ça avait quand même une difficulté, c'est que alors,
l'avantage, c'est que ça envoyait un signal de sobriété nécessaire. La difficulté, alors les difficultés plutôt, c'est que d'abord, c'est-à-dire que la commune qui n'a pas été sobre, eh bien, pouvait se permettre d'avoir beaucoup de réserves, et donc ça ne valorisait pas la sobriété passée. Ça ne valorisait pas non plus, dans certains cas, la planification, et on a vu que certaines ZAC qui étaient très concertées, par définition, et des espaces très débattus, j'allais dire politiquement, et bien pensés en termes d'aménagement, étaient aussi impactés par cette comptabilité. Alors que justement, je le disais tout à l'heure, la sobriété doit amener à mieux penser les projets et à donc avoir une prise globale et donc à faire de l'aménagement. Donc il y avait aussi cette impensée, on va dire, que de dire, voilà, quelle que soit la nature des projets, on prend, et quelle que soit la pertinence, on a ce calcul mécanique. Et puis enfin, il y a cette distinction avec les espaces naturels agricoles et forestiers. Je vais le dire simplement, je viens d'Alsace. Si vous allez dans un champ de betteraves à sucre, eh bien, je vous assure que le niveau de biodiversité, donc le coefficient de biotope, sera bien moins performant que celui du buisson ou de la haie ou du jardin de votre grand-mère, pour le dire simplement. Mais c'est parce que la betterave, pardon, on utilise encore par exemple des néonicotinoïdes notamment, et puis on a une surface totalement plane pendant toute une partie de l'année, dans laquelle il n'y a plus de biodiversité. Donc voilà, donc il y a modulo ces quelques impensés, et puis un dernier, c'est que ça ne distinguait pas les projets, et que dans le plan de redressement de l'industrie et de transition environnementale du pays, on a aussi besoin de mètres carrés pour, par exemple, mettre des éoliennes, installer des panneaux photovoltaïques. Et donc, pour tous les projets qui concourent aussi à la transition environnementale, on n'avait pas de bonus ou de plus-value. Et donc, il y avait une certaine contradiction à faire ce genre de projet. Ça a été là aussi un petit peu corrigé à la marge dans Industrie verte. Ça le sera peut-être dans le projet de loi simplification de la vie économique qui est en cours, et ça le sera sans doute dans le nouveau projet de loi ZAN. Donc sur le principe, pour résumer, on est tout à fait favorable, enfin c'est absolument indispensable de penser la sobriété foncière. Comme aménageur, on considère même, en tout cas pour l'UNAM, que c'est une opportunité de mieux penser les aménagements de nos territoires de manière globale, pour avoir des espaces équilibrés et diversifiés, et puis aussi performants en termes environnementaux. Et donc, on est favorable au principe, évidemment, de sobriété foncière. On demande un certain nombre d'outils pour réussir leur application. Mais je vois que Malvina est connectée. Je lui propose de corriger mes propos. Non, c'est tout à fait ça. C'est effectivement les outils. Il y a un peu, effectivement, pour les aménageurs, deux enjeux je dirais, il y a un peu trois enjeux globalement sur le ZAN qui sont financiers, la question des outils, et puis le troisième enjeu qui est la gouvernance, mais qui va peut-être moins nous concerner, nous les aménageurs, qui va plus concerner les collectivités. Mais effectivement, la question des outils, elle est importante. Grand Paris Aménagement, donc ce que disait Razi en introduction, c'est un établissement public d'aménagement. On a une gouvernance qui est paritaire, on va dire, entre l'État, qui est notre tutelle, et puis la région Île-de-France, puisque comme notre nom ne l'indique pas, nous n'intervenons pas uniquement sur le Grand Paris, mais sur toute la région Île-de-France, et ce qui a son importance dans le cadre du ZAN, puisque une bonne partie de l'artificialisation se fait plutôt aux franges, on va dire, à la périphérie de l'Île-de-France. Donc c'est un sujet sur lequel nous, la manière dont on a intégré. Ça y est, je pense que je suis reconnectée. J'ai eu un petit bug. Vous m'entendez? Oui, on entend. Enfin, moi, pour ma part, j'entends. Je coupe aussi ma caméra pour économiser la bande passante. Exactement. Donc, nous, la manière dont on intègre le sujet du ZAN, en fait, ça fait longtemps que les aménageurs intègrent la question de la sobriété foncière, et
de même pour les collectivités, même si elles continuent de s'étendre et d'artificialiser. En réalité, la question du recyclage urbain qui est au cœur de la question du ZAN, c'est un enjeu que les aménageurs et les collectivités ont pris en compte depuis longtemps, qui par ailleurs apparaissait déjà dans les lois SRU, dans la loi Allure. Il n'y avait aucun objectif et donc malheureusement, on se rend compte que quand il n'y a pas d'objectif chiffré, ça marche mal. Mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels depuis longtemps les aménageurs travaillent. Donc nous, la manière dont ça agit sur nous en tant qu'aménageurs, c'est que d'une part, aujourd'hui, on regarde à deux fois quand on est sollicité pour aménager un secteur. Par exemple, l'indicateur ENAF qui peut avoir beaucoup de défauts, mais c'est un indicateur que nous, on a intégré quand on regarde nos pistes de développement, comme on dit, c'est l'indicateur ENAF, on l'a intégré depuis 2 ans dans nos analyses de projets. Donc, on va éviter d'aller sur des projets où effectivement il y a une artificialisation importante qui est prévue. Et la deuxième chose sur laquelle on travaille surtout, c'est donc les outils. Donc je rejoins Paul, ce que tu disais, c'est que aujourd'hui, ce qu'il nous faut et ce qu'il faut aux aménageurs et qui sont des outils pour les collectivités, c'est des outils pour recycler le foncier. C'est ça un peu le nerf de la guerre, pour recycler le foncier et pour renaturer derrière, puisqu'effectivement, ce qui était dit au début, c'est que le ZAN, c'est pas uniquement arrêter d'artificialiser, enfin, ça n'est pas arrêter d'artificialiser, c'est limiter l'artificialisation et puis compenser derrière par de la renaturation. Pour donc recycler et renaturer, en fait, on a aujourd'hui des outils qui existent, mais qui sont limités, qui sont défaillants pour certains et qui ne permettent pas, si demain le ZAN s'applique réellement, qui ne permettent pas demain aux collectivités et à leurs outils d'aménagement d'aller au bout de la démarche. Donc l'idée, c'est comment on développe mieux par le recyclage et comment également on anticipe les recyclages futurs, puisqu'en fait, ce qu'on se dit, c'est que demain, le foncier va devenir rare, on va recycler des fonciers, mais il faut se dire que peut-être que dans 20, 30, 40, 50 ans, on aura besoin de recycler de nouveau ces fonciers. Et donc, ça veut dire qu'il faut anticiper en fait ces modifications à venir. Donc, on a un peu trois sujets, on va dire, sur lesquels on essaye de travailler. La question de l'habitat, évidemment, puisque c'est aujourd'hui la première cause d'artificialisation des sols, c'est l'habitat, même si beaucoup d'élus crient au scandale sur la question de l'industrialisation, qui est un sujet important, mais la première cause d'artificialisation, c'est bien le logement, qui est par ailleurs un enjeu important au vu de la crise du logement. Le premier sujet, c'est évidemment comment on recycle le logement aujourd'hui vacant, et il y en a beaucoup, de l'habitat dégradé, de l'habitat vacant. Donc il y a évidemment le sujet des centres-villes. Donc là, l'État s'est doté d'outils, a essayé de se doter d'outils, d'opérations d'amélioration de l'habitat, de dispositifs comme Action Cœur de Ville, etc. On a, nous, des opérations. Donc nous, on a une direction de l'habitat qu'on structure de plus en plus, parce qu'en fait, c'est un enjeu qu'on voit de plus en plus, qui intervient sur des opérations de centre-ville, qui sont des opérations qui sont très compliquées, où il faut beaucoup d'ingénierie, qui sont aussi des opérations qui sont très coûteuses et systématiquement déficitaires. Donc la question aussi des moyens et des moyens que peuvent avoir les collectivités ou des moyens que peut mettre l'État pour accompagner ce recyclage-là, c'est une question qui est importante. On reparlera peut-être du fonds Friche, mais voilà, le fonds Friche permettait notamment de financer ces opérations. Il y a des dispositifs comme les ORCOD, les opérations de requalification des copropriétés dégradées en Île-de-France, qui sont pilotées par les PFIF, mais sur lesquelles Grand Paris Aménagement accompagne aussi les PFIF. Donc, sur l'habitat, sur le logement vacant, il y a quand même aujourd'hui des possibilités, que ce soit en Île-de-France, mais également en région, sur les centres-villes dégradés, pour recréer de l'habitat. Après, se posent plein d'autres questions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut habiter un pavillon, avoir la place pour ses 2 voitures et puis avoir un jardin, c'est sûr que l'offre n'est pas la même en centre-ville, et donc la question se pose de quelle offre de service
on apporte aux futurs habitants des centres-villes en termes de logement. Habiter en centre-ville, ça apporte tout un tas d'avantages, et donc comment on essaye de faire en sorte de freiner cette expansion vers le pavillonnaire pour essayer de faire en sorte de recréer un peu de désirabilité, on va dire, pour les centres-villes. Donc ça, c'est la question des centres-villes qui aujourd'hui sont vacants, mais on a aussi d'autres gisements qui sont les secteurs pavillonnaires. Les secteurs pavillonnaires, l'objectif n'est pas de densifier à tout va et puis de découper les parcelles et puis d'artificialiser finalement des jardins qui aujourd'hui sont aussi des réservoirs de biodiversité. L'idée, c'est de savoir comment on peut densifier dans le pavillonnaire sans trop artificialiser, parfois en divisant des pavillons existants qui ne sont plus adaptés, en les rehaussant, en créant du petit collectif à certains endroits sur des pavillons qui sont vraiment obsolètes. Donc, il y a, en accompagnant en fait les propriétaires sur ces questions-là, les aménageurs, GPA le fait, mais d'autres aménageurs le font aussi, essayent de travailler sur ces questions-là, d'autant que nous, en Île-de-France, par exemple, avec le Grand Paris Express s'implante dans un certain nombre de quartiers qui aujourd'hui ont du pavillonnaire autour. Donc la question se pose de comment on densifie sans sacrifier les quartiers pavillonnaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique pour le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un aménageur, il veut aider une collectivité à densifier son secteur pavillonnaire. Aujourd'hui, le cadre juridique n'existe pas. Donc, on essaye d'innover, nous, comme d'autres aménageurs là-dessus. Mais voilà, c'est à l'état d'expérimentation et il nous manque les outils. La ZAC n'est pas l'outil qui peut servir à ça aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu l'aspect habitat. Comment on fait pour recycler l'habitat qui existe et du coup éviter de s'étendre. Et deuxièmement, le sujet développement économique qui est très prégnant en fait dans le débat sur le ZAN aujourd'hui, puisque même si c'est pas la première cause d'artificialisation, c'est la question de la réindustrialisation de la France, notamment, fait que les élus mettent beaucoup ce sujet-là en avant. Nous, aujourd'hui, donc, on a créé une direction du développement économique il y a quelques années, c'est assez récent, justement pour accompagner les villes sur la mutation, que ce soit des sites commerciaux qui aujourd'hui sont vacants, parce qu'en fait, énormément de foncier est disponible aujourd'hui, mais vacant, et la question, c'est de ne pas se dire que le foncier est jetable, mais qu'il est réutilisable. Donc que ce soit voilà sur la mutation des sites commerciaux, de sites économiques avec des entreprises qui prévoient ou qui sont déjà parties, ou des industries qui prévoient de partir. Donc on a accompagné avec l'IPR, on a accompagné le préfet de région sur l'identification des friches commerciales en Île-de-France pour voilà déjà avoir un état des lieux de ce qui existait. Et puis, on accompagne l'État également, en tant qu'opérateur de l'État, on accompagne l'État sur certaines opérations, sur des appels à projets qu'ils peuvent mener. Ils en ont lancé un sur un AMI, un appel à manifestation d'intérêt sur la transformation des zones commerciales. Donc, voilà, tout ça, l'idée, c'est de pouvoir se dire, il y a des zones commerciales qui existent, qui périclitent, qui sont vacantes ou non, et donc comment on arrive à accompagner l'État et les collectivités pour les recycler et puis éventuellement diversifier leur programmation et pas rester uniquement sur du commercial. Et donc, on accompagne l'État comme ça. On crée des outils. Par exemple, on a créé une foncière de Boa Construction. Donc, c'est en lien avec le ZAN, puisque c'est une foncière qui s'appelle Terra Eco, qu'on a créée avec la Banque des Territoires. L'idée aujourd'hui des Boa Construction sur les zones d'activité, c'est de pouvoir, ou sur le foncier à vocation économique, l'idée c'est de se dire que en fait une collectivité, elle a un foncier, elle veut développer, elle veut faire du développement économique. Est-ce qu'elle veut le céder tout de suite à des opérateurs privés, ou est-ce qu'en fait elle veut maîtriser son évolution dans le temps, parce qu'en fait si le ZAN s'applique, encore une fois, dans quelques dizaines d'années, il y aura peut-être plus d'autres fonciers où on pourra vraiment se développer, et donc de pouvoir avoir cet outil Terra Eco, mais il y en a d'autres, de foncières qui permettent de garder en propriété de la collectivité ou des outils, ses outils, son aménageur, ou voilà, des foncières
de pouvoir garder en fait ces terrains et d'avoir un bail à construction pour les acteurs économiques. Donc c'est un modèle qui commence à émerger, enfin qui existe déjà, mais voilà, certains acteurs économiques aujourd'hui sont un peu frileux sur ce sujet-là, mais ça fait son chemin et beaucoup de collectivités commencent à être intéressées par ça. Peut-être que demain ce sera le modèle et que d'ailleurs les acteurs économiques s'y plieront également. Elles ont aussi un certain nombre d'intérêts, mais voilà, ça montre que déjà on commence à on se dit par ces outils qui sont créés comment on va maîtriser ces évolutions futures, voilà, dans un contexte de raréfaction du foncier. Et après, voilà, on mène des opérations sur des friches industrielles assez classiquement. Donc là, c'est les outils classiques de l'aménagement, mais où on est face à des défis qui sont énormes. Donc peut-être que Paul a une vision plus large à l'échelle de la France et dans l'Est de la France, notamment, on a quelques sujets là-dessus, mais les défis pour recycler des friches industrielles aujourd'hui sont colossaux. La question, donc déjà, il y a une question d'enjeu d'équilibre bilanciel, puisque on en parlait tout à l'heure, mais les sujets de dépollution sur ces sites-là sont extrêmement importants. Le coût d'acquisition du foncier est important, et derrière, les montants de charges foncières, je suis très terre à terre, pour l'industrie sont très faibles par rapport à du logement, par exemple. Donc, on a des équilibres, on n'a aucun équilibre bilanciel. Et je parlais du fonds friche tout à l'heure. Le fonds friche nous permettait de rajouter quelques millions d'euros par-ci, par-là. Malheureusement, on est plutôt sur une pente descendante pour le fonds friche, qui pourtant, pour moi, est un peu le pendant du financier du ZAN. Comment on fait pour que ces opérations soient viables pour les collectivités. C'est moins cher d'aller acheter du terrain agricole qui ne vaut rien du tout et d'aller coller une industrie dessus, plutôt que d'aller recycler un foncier à dépolluer et qui coûte déjà en soi très cher, sur lequel il faut démolir, désamianter, etc. Et puis sur ces friches, l'enjeu aussi, que bien souvent on démolit puisque les bâtiments sont obsolètes et pollués. La question, c'est quel type de produit on va produire. Et là, pour nous, les enjeux, c'est aussi de réussir à construire plus dense, des produits industriels qui soient plus denses. Comment on fait monter les camions à des étages quand on est en porte de la métropole du Grand Paris et qu'on ne va pas s'étaler et avoir des bâtiments industriels très étalés. On va être beaucoup plus dense. Et comment on fait pour que ces bâtiments soient évolutifs, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'on réfléchisse déjà aujourd'hui aux bâtiments pour dans 50 ans, et on ne sait pas, au vu du temps, de l'évolution rapide aujourd'hui des choses, et notamment du développement économique, dans 50 ans, on n'a aucune idée de comment on travaillera. Et donc, il faut déjà penser aujourd'hui, en ayant cet inconnu, de comment on fera dans 50 ans. Et c'est pas forcément. Et nous, l'enjeu là-dessus, c'est aussi de trouver des architectes qui arrivent à réfléchir à ça et à se dire, en fait, on a ce foncier industriel, comment on arrive, c'est des enjeux énormes, quoi. Comment financièrement on arrive à le transformer et comment on arrive à faire en sorte d'être dense, de réfléchir à pour dans 50 ans, pour dans 100 ans, etc. Donc c'est aussi sur les fonciers économiques, on va dire, c'est des enjeux assez importants. Et le dernier point, c'est la question de la renaturation, puisque effectivement, c'est un des enjeux du ZAN, c'est que c'est pas zéro artificialisation brute, on va dire, c'est net, donc avec l'idée de pouvoir compenser, renaturer. Et là, la question se pose aussi des outils pour les collectivités territoriales. C'est pas aujourd'hui, les EPF le font déjà, de faire des acquisitions pour derrière porter de la renaturation. Mais c'est quand même des opérations qui sont déjà très coûteuses. Il y a zéro recette derrière. Quand on essaye de trouver des outils, notamment des aménageurs pour les collectivités, pour porter ces projets-là, ça n'est pas toujours évident. Nous, on en porte une à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, sur les berges de Lierre, où Grand Paris Aménagement ne fait pas la renaturation. On fait les acquisitions foncières, et ensuite le syndicat des eaux vient
parce que c'est un sujet inondation, le syndicat des eaux vient faire la renaturation. Mais l'idée, c'est quand même là-dessus de pouvoir trouver. Il y a un sujet sur le montage de ces opérations de renaturation qui est compliqué. Au-delà, je ne parle pas de l'aspect financier qui là est évident. Le cadre d'intervention dans lequel les aménageurs peuvent appuyer les collectivités là-dessus. Voilà, il y a vraiment un sujet juridique pour un aménageur de pouvoir intervenir dans un cadre sans recette, on va dire. Voilà. Et on a un partenariat avec la métropole du Grand Paris où justement, comme on sait que c'est un enjeu pour les années à venir, où déjà aujourd'hui, on essaye de creuser le sujet, de trouver les outils juridiques pour mener des premières opérations là-dessus en Île-de-France. Voilà. Donc la question, c'est un peu, pour revenir sur l'introduction, c'était la question aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on doit être sobre en termes de consommation foncière. La question, c'est comment on fait sur ces aspects financiers, d'outils et puis de cadre de gouvernance qui nous concerne moins aménageurs. Mais quand même, quand on voit la différence entre une région comme la Bretagne où tout est en termes de gouvernance très organisé, très lié, très imbriqué, et puis l'Île-de-France qui est très morcelée avec énormément d'acteurs et d'acteurs politiques différents, bah, la question se pose sur un peu ces trois enjeux-là. Alors, Malvina, c'est passionnant de vous entendre. Je rappelle que vous, comme Paul et Rémi, vous intervenez cette année au sein du MBA, Management des transitions urbaines. Et ces questions-là, depuis maintenant plus de 5 ans que le diplôme existe, n'ont cessé de prendre de la place dans le programme et dans les contenus. Je salue la présence parmi les nombreux participants d'anciens élèves. Hein. Je salue Anne-Laure qui a travaillé en Espagne, qui a travaillé notamment, et je me rappelle de son excellent sujet de mémoire, sur les super quadrilles et ce qui se passe notamment à Barcelone. Je vois des élèves de cette année avec William Gabriela qui lui travaille auprès de Haute-Seine Habitat et dont les oreilles sifflent, je pense, depuis le début, puisqu'il nous a rejoint il y a une petite vingtaine de minutes, puisqu'il a beaucoup travaillé sur les enjeux de renaturation. Et puis je vois aussi certains élèves de l'année à venir que je salue, et c'est un vrai bonheur que de les avoir ce soir. Quand on vous écoute, Malvina, quand on vous écoute, Paul, quand on vous écoute, Rémi, est-ce qu'il n'y a pas, au final, quelque chose qui a été loupé dans la mise en place de ce ZAN? Parce que, quelque part, pour une fois, il y a un consensus. C'est-à-dire tout le monde considère que oui, il faut de la sobriété foncière. Tout le monde dit qu'il faut être plus sobre. J'ai moi-même, dans une autre vie, été le vice-président de la Commission nationale d'aménagement commercial. J'ai eu des opérateurs qui disaient, c'est vrai, il y a des choses, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que, globalement, faisait 4 places de parking pour un client. Tartiner de la surface commerciale en disant peut-être qu'un jour on va s'agrandir. Bon, mais quand même, quand on voit l'incompréhension, par exemple, sur les fonciers économiques qui existent entre les utilisateurs et la programmation urbaine. Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous avez un industriel ou un professionnel logistique qui se retrouve face à un aménageur, c'est vraiment 2 langues différentes. Je parle d'un aménageur public. Ce sont 2 langues différentes. Vous avez l'aménageur public ou la collectivité qui va commencer à parler de surélévation, et la dame et le monsieur d'en face qui va dire oui, mais moi ça n'existe pas en fait, je peux pas avoir 2 utilisateurs, Fred et Kader, qui ont 2 sociétés différentes et qui utilisent le même entrepôt, ça n'existe pas. Alors certains réfléchissent et disent on va peut-être mettre l'activité au-dessus, par exemple, de la logistique et l'industriel à côté, et par contre travailler à une forme de mixité fonctionnelle. De la même façon, le débat juridique et les avocats aussi, la notion de brouillard qui existe quant à la définition même de l'artificialisation, on a l'impression que là aussi on a raté quelque chose. Et puis il y a quelque chose aussi que vous disiez, Malvina, qui est important, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui fait que les opérations sortent,
Parce qu'il y a des opérations qui sortent et des opérations immobilières, elles font l'équilibre des opérations d'aménagement. C'est parce qu'il y a des bilans qui tournent. Et on a un peu le sentiment que sur le ZAN, mais y compris sur d'autres points, beaucoup de choses sont annoncées avec la méconnaissance totale de cette notion de bilan. Les entrées de ville, par exemple, on annonce à grands frais de communication nationale un dispositif de soutien et d'aide et de subvention pour les entrées de ville. Donc, on a pendant 2 jours sur les radios et dans les magazines spécialisés, l'État s'attaque aux entrées de ville, la France moche, etc. On parle d'études qui sont de 200, 300, 400 000 euros, mais la réalité du terrain, c'est 40 propriétaires différents, c'est des gens qui sont assis sur des valeurs foncières, en tout cas ce qu'on leur en dit, qui sont énormes. Et donc, est-ce que là aussi, je partage mon écran 2 minutes pour ceux qui sont derrière le leur et qui nous regardent, ce ne serait-ce que pour vous donner à voir aussi, par exemple, quelque chose d'assez intéressant. C'est ce qui se fait avec... je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Voilà. Donc, l'Institut de la transition foncière. La réunion aussi qui a eu lieu en avril et qui a réuni un certain nombre de chercheurs autour de comment on peut mettre un chiffre en face de ce qu'est l'impact sur le foncier. Aujourd'hui, avoir une, pour ainsi dire, voilà, avoir une activité vertueuse sur un foncier n'est pas rentable. N'est pas rentable. Alors, on peut avoir des activités de compensation. L'EPFIF mène une opération aussi en Seine-et-Marne de renaturation. Vous avez des fonds d'investissement, vous avez des entreprises qui aujourd'hui achètent des zones humides pour verdir leur bilan, c'est-à-dire qu'ils achètent une zone humide et ils la mettent dans le bilan. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été loupé là-dessus? Peut-être conclure là-dessus. Enfin, je pose cette question parce que c'est une des questions qui est remontée. Les autres, vous y avez globalement répondu et abordé. Et je vous propose que ça soit notre conclusion. Je peux rapidement. Oui. En fait, l'écueil a été dit un peu en synthèse avec ce qu'on a dit. Aujourd'hui, je pense que Malvina, Paul, vous parliez énormément de projets. Alors que le ZAN, aujourd'hui, ne s'applique pas au projet, il s'applique au plan. Et je pense que l'écueil initial, c'est de tromper d'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle, oui, ça empêche la réindustrialisation, ça empêche les aéroports, les routes, etc., les infrastructures. En réalité, aujourd'hui, il faut que les SRADET soient mis en route, les SCOT soient mis en route, les PLU soient mis en route. Mais les seuls projets aujourd'hui qui sont impactés par le ZAN, c'est les projets qui doivent passer en commission d'aménagement commercial et en commission nationale d'aménagement commercial. Et Malvina, on a échangé essentiellement sur des projets, pas sur les plans, pas sur l'évolution des plans locaux d'urbanisme, pas sur l'évolution des schémas de cohérence territoriale. C'est ça la problématique. L'échelle, elle a été mauvaise. Et moi, je trouve que, et Razi, je suis content que tu fais allusion à ton expérience à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui est en fait une autorité de régulation des surfaces de vente en France. Et je trouve que depuis de nombreuses années, elle a porté une certaine importance. Et je pense qu'il aurait été judicieux d'indiquer, et ça revient à tous les problèmes, parce qu'en réalité, on aurait pu faire une commission pour les grosses opérations de logement, une commission pour l'industrie verte, une commission qui autoriserait au cas par cas les projets en fonction de la spécificité du territoire, de l'ampleur du projet et des critères. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir les mêmes critères d'exigence pour une nouvelle entreprise que pour un entrepôt Amazon au milieu des champs de patates. C'est ça en fait qui est problématique et c'est à mon sens un problème d'échelle. Le principe, on est tous d'accord autour de la table que le ZAN, il est important. Deuxième écueil pour moi, ça a été la mise en œuvre et ça a été Paul qui l'a indiqué. Pendant cette première période de 10 ans,
de dire qu'on divise par 2 l'artificialisation déjà faite entre 2011 et 2021 implique que les gros consommateurs d'espace entre 2011 et 2021 ont été bénéficiaires de leur excès de passé. Alors que les communes et les collectivités qui ont été sobres sont réduits quasi à peau de chagrin pour leurs évolutions futures. Et ça, c'est un gros souci parce que on fait fi des spécificités du territoire, de la démographie et de l'essence même, en fait, de la planification. Ce qui est, à mon avis, très problématique. Après, pour revenir sur l'aspect foncier et les problématiques aujourd'hui de l'aménagement qui étaient essentielles, hein, je fais ma ZAC, j'acquiers des terrains, je cède les charges foncières et je me fais de la plus-value dessus. Je pense que Malvina a mis le point sur un aspect essentiel du ZAN, mais en 2050 seulement, c'est que le foncier sera une ressource qui se raréfiera si le ZAN est perdure, parce que c'est pas sûr qu'en 2050, on n'ait pas un nouveau gouvernement et une 50e loi qui nous dira que le ZAN, qu'est-ce que c'est, qu'on a encore changé. Mais en tout cas, l'objectif, c'est qu'en 2050, on sache quelles sont les surfaces artificialisées, qu'est-ce qui est les surfaces non artificialisées. Et ça, c'est un gros écueil, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien d'hectares j'ai en France ou sur ma collectivité ou sur ma commune qui est artificialisé et combien j'ai d'espace qui est considéré comme non artificialisé. Et c'est un problème d'identification puisque c'est, à mon avis, à travers ça que les opérateurs et notamment les aménageurs pourront se faire, financer leurs opérations. C'est en ayant dans leur patrimoine des fonciers qui peuvent être renaturés pour les céder dans le cadre d'opérations avec du logement, avec du commerce, à des opérateurs privés. Et c'est là, et en fait, c'est un changement de paradigme pour la charge foncière en disant, moi, j'ai en stock des surfaces qui peuvent être assurées. Je vous les donne si vous faites telle opération, en me rachetant mes terrains. Et c'est des charges foncières. Il faut juste penser différemment la logique de l'aménagement du territoire. C'est pas la fin de l'aménagement. C'est pas la fin de l'urbanisme. C'est juste, encore une fois, la compensation à tout prix. Merci Rémi. Je rappelle que vous êtes donc avocat spécialisé en droit de l'urbanisme chez CGCB et Associés et que vous intervenez au sein du diplôme. Paul Meyer, merci encore. Paul Meyer, je rajouterai peut-être une interpellation et on laissera Malvina conclure. Vous êtes en dialogue permanent avec les pouvoirs publics. Cette nouvelle donne avec ce nouveau gouvernement, dans cette conclusion, est-ce que vous pourriez l'aborder en nous disant à quoi elle pourrait ressembler ? Oui, bien sûr. Je finirai peut-être par là, juste pour revenir sur le principe même. Donc sur le ZAN, pour nous, le ZAN, ça ouvre le temps de l'aménagement. Ça pousse à faire en sorte que le recours systématique des projets, ce soit l'aménagement, qu'on mette fin au mitage du territoire, aux impensées urbaines, qu'on assume la planification du territoire et qu'on la valorise, et donc on pousse à des projets avec plus de mixité, c'est-à-dire qu'on mixe les fonctions, l'habitat, les services, qu'on limite au maximum les déplacements induits, qu'on favorise aussi une certaine cohésion sociale. C'est quelque chose d'extrêmement important, de la mixité, de la diversité. Il n'y a pas de mixité sociale s'il n'y a pas de mixité des fonctions et de mixité des formes urbaines. Il faut du privé, du public évidemment, mais au-delà. Donc je pense que ça nous pousse à être plus sobre et à mieux penser chaque projet. Donc de ce point de vue, ça a une vertu qu'on doit à tout prix garder. Derrière, vous l'avez décrit, on l'a décrit, si le signal est indispensable, la méthode est plus complexe. Ça appelle à quoi ? Ça appelle à des solutions concrètes. On évoquait le fonds vert qui va être réduit à sa portion congrue, qui était déjà insuffisant pour faire face aux défis. Malvina Van de Velde le disait, effectivement, dès qu'on va sur des territoires où la charge foncière, où le foncier est moins valorisé, où on pourra faire des coûts de sortie moins importants, rénover des friches, quand on le fait au centre-ville de Strasbourg, de Lyon ou de Bordeaux, on sait qu'elles auront des prix de sortie qui permettront d'équilibrer cette réno. Lorsqu'on est dans le Grand Est, lorsqu'on est effectivement dans des territoires où pour le coup on a beaucoup de friches mais on a moins de valeur, c'est plus compliqué. Et donc il y a la question du fonds vert, il y a aussi la question d'outils dynamiques pour équilibrer les bilans. Et là, je vais être très concret. Ce qui est demandé aujourd'hui par nombre d'aménageurs, c'est des mesures comme la TVA
réduite sur l'ensemble des opérations d'aménagement, ce qui permettrait, ce qui ferait en sorte que sur la partie logement, eh bien, on ait des capacités d'accessibilité aussi pour les publics, pour les privés, qui soient plus abordables, puisque la question de l'abordable, il faut que les choses soient abordables, notamment en termes de logement. Donc on a cette logique-là. Ça permet aussi d'avoir des logiques plus incitatives au projet. La deuxième, effectivement, elle est aussi incitative, c'est de distinguer la nature des espaces, enfin la nature des projets. Et si dans le projet, on respecte un certain nombre d'objectifs, notamment en lien avec les fonctions des sols, par exemple, eh bien de décompter du ZAN ces éléments. Sinon, le corollaire en serait que le peu qui soit aménagé le soit de manière totalement bétonnée, pour le dire vulgairement, et sans préserver les fonctions, ce qui est mauvais pour les gens qui y vivront, mauvais pour l'environnement, et qui n'a pas de sens de manière économique également. Pour répondre sur la dernière partie, effectivement, a été présenté hier à la commission spéciale ZAN un nouveau projet de loi sur le sujet qui tout simplement fait sauter la ligne barrière de 2031 et reporte directement à 2040-2051. Donc autant dire que on a quelque chose qui déconstruit, sans le dire, en tout cas enlève les contraintes les plus fortes qui pesaient sur les territoires qui avaient des questions quant à leur capacité de développement. Donc c'est quelque chose d'assez fort qui est proposé. En revanche, la logique de comptabilité reste sur les ENAF. Donc on a quelque chose d'assez paradoxal. On pense que ça va bouger dans la discussion parlementaire. On est en lien évidemment avec Jean-Baptiste Blanc qui porte cette proposition de loi qui va être sans doute débattue à partir du mois de janvier. Donc les choses vont encore bouger relativement, et nous le but là-dedans c'est de défendre des mécanismes, encore une fois, que ce soit la TVA réduite dans les OP d'aménagement, que ce soit le fait qu'elle soit plus encore bonifiée lorsqu'on travaille sur des friches ou sur des quartiers-gares ou avec des transports en commun en site propre qui ont là aussi une fonction de vertu plus forte en termes de performance environnementale. Et puis enfin, des outils un peu plus techniques, comme le permis d'aménager multisite, permis d'aménager multisite renaturation, qui permettrait de mettre dans une opération d'aménagement global, y compris de petite taille, y compris lorsqu'on est dans des petites communes ou des communes moyennes, là où on a une dent creuse qui s'effondre, on a un espace vide en centre-ville, un vieux parking où on pourrait remettre un peu de nature, et bien de joindre, y compris s'ils ne sont pas en site continu, l'ensemble de ces projets, plutôt que de faire plusieurs permis de construire, de faire un permis d'aménager multisite qui permette d'équilibrer les choses et donc de réaliser aussi à la fois des projets mais aussi de la renaturation. Donc c'est de trouver maintenant les outils, d'outiller finalement le poste ZAN pour aller vers ça. Puis pour conclure, il se peut qu'on ne parle bientôt plus de ZAN puisque les deux auteurs de la PPL semblent vouloir parler de traces. Donc la trajectoire régionale d'aménagement concerté par les élus. Puisque effectivement, ce sont les élus locaux. C'est un scoop alors. Absolument, ce sont les élus locaux qui ont porté et poussé la remise en question du ZAN, parce qu'il faut bien se le dire, beaucoup aujourd'hui déjà ne veulent pas construire. Pardon pour cette parenthèse politique, mais il faut quand même se dire qu'on a beaucoup de maires aujourd'hui qui garantissent, pas loin de en Alsace, pas loin de chez moi, j'ai d'où je suis originaire, j'ai un maire qui affiche en 4x3, vous savez, les grands panneaux publicitaires à l'entrée de sa ville, cette année, 0 permis de construire signé. Donc c'est aussi se dire qu'il y a ce paradoxe où certains maires ferment complètement les choses et d'autres souhaitent encore développer leur territoire. Et donc là, il faut qu'on puisse aussi leur proposer des solutions. Et donc soit on a des gens qui de toute façon ne veulent plus rien faire, soit on a des gens qui se sentent illégitimement empêché, donc on y revient. Il faut garder l'objectif, aller vers la performance et avec les atouts de l'aménagement, mais trouver des outils pour rendre tout cela réalisable, et ça c'est en jugeant les projets plus que le principe. Merci Paul. Malvina, le mot de la fin est à vous. Non, juste pour rebondir sur la petite pique sur les entrées de ville et puis les subventions à 300 000 €
Non, c'est vrai qu'on connaît ça sur certains programmes, effectivement, avec des financements qui ont sur des enjeux environnementaux, des enjeux pour l'État, où effectivement on a l'État impulse, finance un petit peu, et derrière, effectivement, on a des collectivités qui se retrouvent en difficulté pour aller au bout de ces projets qui sont pourtant essentiels dans le cadre du ZAN. La question là-dessus, c'est que derrière, les difficultés financières qu'on connaît risquent d'entraîner des effets pervers qui sont quand même assez importants, avec des niveaux, des prix de sortie qui vont gonfler de plus en plus, puisque on va acheter le foncier de plus en plus cher, et derrière on va essayer d'équilibrer nos bilans en ayant effectivement des prix de sortie de plus en plus chers. Donc quand même un risque de fracture sur l'accès au logement, s'il n'existait pas déjà. Et alors même qu'aujourd'hui, on est dans une situation où en fait, on a des difficultés à commercialiser, puisque crise du logement, sur laquelle je ne vais pas revenir, que vous connaissez bien, mais où les gens ont du mal aujourd'hui à faire déjà des acquisitions, et notamment une première acquisition. Donc en fait, on se retrouve effectivement avec des projets aujourd'hui qui ont cette difficulté à sortir. On met beaucoup de logements, où du coup on artificialise plus les projets aussi, où on aimerait faire un grand parc, et puis finalement on va peut-être le réduire par deux, parce que ça nous permet également d'avoir plus de droits à construire. Et la question se pose, c'est en tout cas des discussions que j'ai vues dans différents débats sur le ZAN, mais comment est-ce qu'on arrive à créer de la valeur autrement dans les projets d'aménagement, autrement que par le logement, autrement que par la charge foncière, comment on arrive à donner de la valeur, peut-être aussi à des projets de renaturation, on en parlait un petit peu au début, mais voilà, tout ça c'est des pistes aussi, ce qu'il va falloir explorer pour se dire comment on fait en sorte que dans ce contexte-là, on ne se retrouve pas avec une fracture sur le logement, et sur une fracture qui aggrave en fait la situation de l'accès au logement en France, et dans le contexte qu'on connaît actuellement. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour ce moment d'échange, merci pour cet éclairage à l'aune des dernières actualités, rappel du concept, pourquoi ça grippe, pourquoi ça pourrait être mieux. C'était un moment d'échange passionnant, on a beaucoup de pouces qui se lèvent dans les commentaires. Merci Malvina, merci Paul, merci Rémi, et je vous dis à bientôt, notamment avec l'ensemble des apprenants du MBA Management des transitions urbaines. Merci Merci à beaucoup. vous. Bonne C'est soirée. moi qui vous remercie.